Ça marche ? Ouais, ça marche. Donc, on a décidé aujourd'hui d'aborder les TND. Alors, on ne va pas reprendre toutes les définitions, tous les concepts. Voilà, le trouble du neurodéveloppement de l'enfant, maintenant, c'est normalement assez connu comme appellation. C'est une entité qui va regrouper toutes les pathologies que vont développer les enfants au cours de leur développement, et ça va entraîner des déficits dans différents domaines d'apprentissage, et on va observer un décalage par rapport au développement qu'on appelle typique. Donc ça va inclure les troubles du spectre autistique, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles 10, les troubles des apprentissages, et puis des déficits intellectuels non spécifiques. C'est une pathologie qui est réellement un problème de santé publique, même si on avait initialement pas tant conscience que ça, je trouve, puisqu'en fait on arrive à 5, voire plutôt 15% des enfants quand on s'adresse à des enfants d'âge élémentaire. On a aussi interrogé les parents sur leur ressenti par rapport à la prise en charge, au diagnostic de leur enfant. C'est un autre travail qui a été présenté ici. Les parents rapportaient tous des parcours extrêmement compliqués, un véritable parcours du combattant dans la prise en charge de leur enfant, avec des retards diagnostiques et des très très grandes difficultés de prise en charge. Les médecins qui avaient été aussi interrogés dans le cadre de ces travaux rapportaient, eux, un manque d'outils, des insuffisances dans la formation, et puis aussi beaucoup dans les réseaux et dans les possibilités d'adressage, d'où l'idée de cette session aujourd'hui. Pourtant, et ça a été prouvé, reprouvé, intervenir précocement va prévenir l'aggravation des troubles et le surhandicap de l'enfant. L'enfant ne va pas guérir. Un trouble du neurodéveloppement, on ne guérit pas. Par contre, dans sa trajectoire individuelle, il va aller au maximum de son pronostic individuel favorable s'il est pris en charge précocement. C'est toute la difficulté de ce trouble. C'est pourquoi, et José vous en reparlera, il a été mis en place dans la stratégie nationale de santé, la stratégie nationale de l'autisme au sein des TND de 2018 à 2022, qui avait comme objectif d'améliorer le repérage et la prise en charge des troubles. En parallèle de ce groupe de travail à la délégation interministérielle avait lieu un groupe de travail HAS. Alors, les gens, pour une fois, ont travaillé ensemble et interagissaient entre les deux groupes. Et ce groupe de travail a mis en place un outil visant à améliorer le repérage et l'orientation des enfants à risque. En gros, dans le petit graphique à gauche, là, vous voyez que dans l'idéal, ce qu'on voudrait, c'est que le médecin généraliste, avec les professionnels de la petite enfance, repère, oriente, et qu'ensuite on ait des plateformes, on y reviendra tout à l'heure, de coordination et d'orientation qui permettent de prendre en charge de façon précoce les enfants. Maintenant, on va essayer un petit exercice ensemble, parce que ce groupe HAS et la délégation interministérielle, l'un et l'autre en parallèle, on a créé un outil qui avait comme objectif, que certains doivent connaître, de repérer ces troubles du neurodéveloppement, qui soient utilisables en pratique clinique, qui ne soient pas trop longs, qui puissent être faits dans nos cabinets en médecine générale. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été pensé, qu'il a été testé aussi auprès d'un panel de médecins généralistes. Et je sais qu'il est insuffisamment trouvé, utilisé, et pourtant, ce n'est pas seulement un outil d'adressage aux plateformes, mais c'est bien un outil. Je sais qu'on a des médecins qui ne sont pas forcément ultra formés ou qui sont même internes et qui n'ont pas forcément en tête tout le développement de l'enfant. Et donc, je vais vous laisser prendre vos téléphones, puisque, voilà, et taper sur votre téléphone grille, repérage, TND. Alors, on va le faire ensemble. Parce que comme ça, dans votre cabinet, vous saurez le faire tout seul. Et vous n'aurez pas besoin que je vous montre la diapo. Si vous tapez grille repérage TND, on tombe sur la plateforme TND 35. C'est quelle région, tu m'as dit ? Ille-et-Vilaine. On les remercie puisqu'ils sont les premiers référencés sur Google. En tout cas, c'est la première référence. Et là, vous tapez sur télécharger et vous arrivez directement sur la grille au format PDF. Cette grille, elle peut paraître indigeste, mais j'aimerais qu'on la parcourt ensemble, simplement parce qu'en fait, elle ne l'est pas et qu'elle est utilisable dans une temporalité de consultation, surtout si on fait une consultation dédiée, puisque vous savez que vous avez droit à une consultation longue pour remplir cette grille, avec un codage dédié à 60 € qui s'appelle CTE. Donc, si jamais vous avez un doute sur l'enfant, que vous voulez lui faire passer cette grille, vous le reprogrammez et vous avez droit à un codage spécifique CTE pour la remplir, que vous adressiez ou non l'enfant à une PCO.
Cette grille, elle vous rappelle en première partie, donc les pages 5, vous avez les facteurs de haut risque. Page 6, vous avez les comportements, ce qu'on appelle transversaux. Alors ça, je vous invite à les lire parce que ces comportements-là, il va falloir les avoir un petit peu en tête. Vous pouvez les faire remplir au début, mais assez vite, vous devriez ne plus en avoir besoin. Ensuite, si par exemple, je vois un enfant qui a 8 mois en consultation, ou 9 mois, la consultation des 9 mois, vous savez que dans le carnet de santé, on a effectivement dans la consultation des 9 mois une page qu'on peut remplir. Malheureusement, cette page ne nous permet pas d'identifier des drapeaux rouges. Et c'est comme ça qu'a été pensée cette grille. Ce n'est pas ce que fait en moyenne un enfant de 6 mois qu'on a mis dans cette grille, mais c'est ce qu'on attend absolument d'un enfant de 6 mois. C'est-à-dire que s'il ne le fait pas, je m'inquiète. Voilà, en tant que médecin traitant, c'est de cette information-là que j'ai besoin. Donc la grille, elle a été pensée pour être remplie par âge. Mais par exemple, si je vois un enfant de 9 mois qui est entre 6 et 12 mois, je vais lui faire remplir la grille des 6 mois. Et si tout est parfait, mais que j'ai quand même un doute, je peux évidemment le revoir à 12 mois. Donc, vous avez en haut comment le coder. Donc, je ne sais pas, l'enfant de 6 mois, il faut que j'ai 2 noms dans 2 domaines. On attend de lui, en termes de motricité globale, qu'il tienne sa tête, qu'il tienne assis en tripode. Motricité fine, on lui tend un objet. Utilise une main ou l'autre sans préférence. Il tourne la tête pour regarder la personne. Il vocalise. Il est sociable. Sourit en réponse de l'adulte. Sollicite le regard de l'autre. Voilà ce qu'on attend de lui. Si je coche, si tout va bien, aucun problème, j'ai fait ma consultation de repérage, je suis rassurée. Si j'ai un doute, je le revois à 12 mois. De toute façon, on voit beaucoup les enfants dans cette période-là, surtout avec le nouveau calendrier vaccinal. En tout cas, cette grille-là, le but, c'est que vous n'en ayez plus besoin. Mais la formation en second cycle n'a pas permis que vous ayez en tête ces drapeaux rouges suffisamment. La formation en troisième cycle est parfois un peu hétérogène sur le neurodéveloppement. Et en tout cas, on a cet outil qui vaut beaucoup de formation si on l'utilise au fil de l'eau dans les cabinets. Tu peux passer à la diapo, Aurélie ? Je voulais juste vous parler du coup parce qu'on l'a testé en médecine générale dans le cadre de consultations courantes. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas fait de consultation dédiée dans le cadre de cette recherche. Ça a été mené sur 2 régions avec la faculté de Lyon et Sorbonne Université. De Grenoble, et Sorbonne Université. Et on a recruté en soins primaires 607 enfants dans des consultations tout venant pour, dans un premier temps, avoir une idée de la prévalence de ce qu'allait ressortir de cette grille. Et on l'a fait sur des enfants jusqu'à 4 ans. Donc vous voyez sur le tableau qu'on avait, sur la première colonne, on avait... pour GMI supérieur à 2 ou 3 domaines, c'est-à-dire des enfants qui étaient vraiment positifs selon la grille telle qu'elle a été travaillée. On avait à peu près 6% d'enfants qui étaient positifs, ce qui correspond en fait à ce qu'on attendait en termes de prévalence. Alors tout à l'heure, je vous ai dit oui, mais pourquoi pas 15%, puisque si on prenait 15 signes, on avait plutôt 14%. On serait plutôt autour de 6% parce que les troubles des apprentissages, tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, sont souvent pas repérable dans l'échantillon là qu'on avait, puisque les enfants s'arrêtaient à partir jusqu'à la fin de leur quatrième année, enfin avant leurs 5 ans. Voilà, sachant, il est bien en tête que la grille des 12 mois, on leur remplit de 12 à 18 mois, la grille des 4 ans, on leur remplit de 4 à 5 ans, et la grille des 5 ans de 5 à 6 ans. Voilà, en gros, donc on a un outil qui semble concordant. Alors là, je ne vous ai pas fait le détail de l'étude, mais on avait aussi des facteurs associés qui étaient totalement concordants avec ce qui était attendu dans le neurodéveloppement. Donc c'est une première étude, maintenant il va falloir faire une cohorte pour voir comment comment évoluent les enfants et jusqu'à quel diagnostic. Est-ce que c'est bien un bon outil? En tout cas, ça en a l'air. Et pour le moment, on n'en a pas d'autre. C'est un outil qui est gratuit. Et je voulais vous le présenter pour que vous ayez cette information-là et que vous puissiez l'utiliser en cabinet. Donc, grille, repérage, TND, à rentrer dans vos moteurs de recherche. Voilà. Mais si vous tapez repérage TND, grille, ça va marcher aussi. Ou repérage TND, vous allez le trouver. Il est facile, il est trouvable, mais il faut que vous l'ayez en tête et que vous vous disiez qu'on peut l'utiliser si vous avez besoin. Donc cet outil, si on le remplit, s'il est positif, c'est un outil ce même outil qui permet le repérage, on n'en fait pas un autre, et ben c'est aussi notre outil d'adressage. Je vais passer du coup la parole à Daniel, puisque c'est l'outil d'adressage vers les plateformes qu'on appelle de coordination et d'orientation. Oui, donc, vous m'entendez bien? Donc, oui. Une fois qu'on a rempli cette grille et qu'on a la sensation que cet enfant présente un retard de développement,
on doit envoyer cette grille à la plateforme qui s'appelle PCO. Il y en a dans tous les départements de France, 1, 2 ou 3 selon l'importance du département, sauf actuellement encore à Mayotte. Alors, une fois que vous avez adressé cette grille à la PCO va examiner, on va le voir après. Il y a environ 30 000 demandes de médecins qui ont adressé à la PCO et il y a environ 10 à 12 000 enfants pris dans ces PCO. Les PCO prennent les enfants qui ont des besoins grâce à un forfait précoce. Alors, je vais regarder la diapo suivante. La majorité des PCO sont reliés administrativement à des CAMS, Centres d'action médico-sociale précoce, où ils devraient pouvoir ensuite, après la prise en charge de la PCO, pouvoir être adressés. Ces durées de PCO, c'est 1 an, voire 2 ans. 30% sont soutenus par des CMPP et il y en a quelques-unes qui sont hospitalières. Alors, quand les parents se questionnent ou quand l'école se questionne, il va donc s'adresser à son médecin qui va être là obligé, s'il veut adresser l'enfant à la PCO, de remplir cette fameuse grille dont vous pouvez avoir l'utilisation courante. Cette grille est envoyée à la PCO. La PCO, il y a une équipe dans la PCO de 3, 4, 5 personnes qui va décider si elle peut prendre en charge, c'est-à-dire orienter vers des thérapeutes libéraux, lesquels ont signé pour ceux qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, c'est-à-dire la psychomotricité, l'ergothérapie et les psychologues, s'ils ont signé une convention avec cette PCO. Et sinon, ils vont essayer d'orienter dans des CAMS et des CMPP. Mais on sait bien qu'actuellement, les CAMS et les CMPP sont complètement saturés. Les parents n'auront rien à payer puisque c'est un financement des libéraux par ces forfaits précoces et ils sont tenus normalement de faire des bilans et il y a des synthèses régulières avec le médecin qui a adressé l'enfant et l'idée c'est d'aboutir à un diagnostic catégoriel. On parle d'un diagnostic fonctionnel de ce que l'enfant fait ou pas et on arrive à un diagnostic catégoriel. Et enfin, la sortie de la PCO entre 1 an ou 2 ans, eh bien, c'est là que se posent un certain nombre de problèmes parce que soit il y a des places dans les structures qui peuvent prendre ensuite en charge, CAM, CMPP, soit il n'y a pas de place et souvent à ce moment-là, les parents sont obligés de continuer en libéral. Alors, je vais revenir sur un autre point aussi qui peut nous rendre service pour rechercher en fait des compensations. Quand on a posé le diagnostic de trouble du neurodéveloppement, on cherche assez rapidement à soulager ce trouble et pour cela, on peut aussi faire intervenir la maison départementale des personnes handicapées. Qu'est-ce qu'elle va nous amener ? 3 choses. D'abord, elle peut amener une compensation financière qui peut être utile, qui peut être liée aux frais qui vont être inhérents aux soins, notamment quand, par exemple, il y a une sortie de la plateforme ou voilà, des soins non remboursés par la sécurité sociale ou les contraintes professionnelles que va engendrer, parce que dans la PCO, les enfants vont aller chez les libéraux, donc il faut quand même se libérer du temps quand on est parent d'enfants qui ont besoin de soins pour pouvoir et donc souvent réduire le temps de travail. Voilà, donc ça peut être utile, ces compensations financières. On peut aller rechercher, bien sûr, au niveau de la MDPH, le parcours de soins et l'orientation vers les structures médico-sociales. Alors, je rappelle que toutes les structures médico-sociales ne nécessitent pas une orientation MDPH. C'est surtout les CESAD, les IME, les IEM qui nécessitent d'avoir le recours à la MDPH. Les CAMS et les CMPP, on peut y rentrer directement. Mais bon, voilà. Le problème, c'est que pour accéder à un parcours de soins
Et à ce type d'établissement, il faut que le diagnostic catégoriel du type de trouble du neurodéveloppement, il faut savoir si c'est de l'autisme, si c'est un 10, si c'est un TDAH. Enfin, il faut avoir vraiment le nom du trouble. Et enfin, la troisième compensation qui peut être intéressante, c'est la compensation plutôt d'aide scolaire. Et c'est là-dessus que vous allez être sollicité rapidement, puisque souvent, en fait, les troubles du neurodéveloppement entraînent un retentissement très important au niveau de la scolarisation de l'enfant. Et les écoles demandent de l'aide humaine pour pouvoir garder cet enfant à l'école, qui sont parfois scolarisés à temps très partiel. Même si l'école est obligatoire à 3 ans, ça peut être une scolarisation à temps partiel quand la situation est compliquée, notamment quand il y a des troubles du comportement. Et donc, c'est là-dessus que peut être sollicitée aussi la MDPH. Diapositive suivante. Alors, juste pour démystifier un petit peu ce formulaire que vous avez peut-être déjà... que les parents vous ont déjà peut-être apporté, parce que souvent ce qui se passe, c'est l'école me demande de faire un dossier, aidez-nous. C'est souvent plutôt cette demande-là que vous allez avoir. Et sur le petit 1 de ce formulaire, c'est le diagnostic. Alors, je voudrais juste revenir sur le diagnostic et plutôt, en termes de TND, on va plutôt parler des diagnostics. Il y a 3 questions qu'on va se poser. Il y a le comment, le quoi et le pourquoi. Le comment, c'est le diagnostic fonctionnel. C'est les forces, les faiblesses. Ça, on peut le faire en consultation, en interrogeant les parents. Comment il fonctionne sur le plan affectif, émotionnel, la motricité, les apprentissages, la mémoire, l'agitation. Ça, c'est des choses qu'on peut poser comme question. Bien sûr, il faudra vérifier l'audition et la vision. Et théoriquement, c'est là-dessus que doivent se calculer les compensations. Et donc, c'est le diagnostic essentiel à mettre sur le certificat MDPH. Le quoi, c'est-à-dire le diagnostic catégoriel, est-ce que c'est un TDSA, est-ce que c'est un trouble du développement intellectuel, est-ce que c'est un TDAH, ça, effectivement, ça nécessite des bilans complémentaires, c'est plus spécialisé, c'est pas forcément au niveau du médecin généraliste qu'on pourra le poser. Il faudra vraiment avoir des équipes pluridisciplinaires. Là, la PCO peut vous aider à trouver ce diagnostic catégoriel. Et enfin, il faut le différencier du pourquoi, qui est l'enquête de la cause. C'est très important de savoir la cause du TND. Est-ce que c'est une infection néonatale? Est-ce que c'est un toxique? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que il y a une lésion cérébrale, etc. C'est très important, mais finalement, c'est pas ce qui va nous importer, d'être le plus important pour remplir le dossier MDPH. Voilà. Tout simplement, par exemple, la trisomie 21, on sait que ça provoque un trouble du développement intellectuel, mais vous savez bien que des enfants porteurs de trisomie 21 peuvent avoir des tableaux très variés sur le plan du diagnostic fonctionnel, entre ceux qui vont arriver à développer un langage, ceux qui pourront avoir un trouble du spectre autistique associé, etc., etc. Juste pour dire, parce que cette information, elle est vraiment importante pour notre pratique. En fait, si on n'arrive pas à avoir de diagnostic, parce qu'on est nombreux à être dans des situations très compliquées avec le neurodéveloppement et les troubles des enfants pour avoir accès aux plateformes d'autisme qui sont saturées ou à d'autres professionnels sur lesquels on n'a pas accès. C'est-à-dire que si on a cet enfant, la PCO, ça va durer un temps. La PCO, vous avez bien compris, ça permet de faire rembourser sans avance de frais pour les parents, notamment l'ergothérapie, la psychomotricité qui ne sont pas couvertes par la CNAM. Donc ça va permettre quand même de débloquer des choses. Mais quand on arrive assez vite à voir que c'est un trouble qui va perdurer, on peut écrire trouble du neurodéveloppement avec grandes difficultés scolaires dans les apprentissages, difficultés dans la gestion des émotions, hyperactivité, trouble de la motricité. Et ça permet de déclencher un dossier MDPH, même si vous n'avez pas le diagnostic complet de trouble du spectre autistique ou trouble du déficit intellectuel non spécifique ou autre. Ça évite d'attendre désespérément cette consultation de neuropédiatrie qui n'arrive pas ou sur lesquelles les enfants sont en liste d'attente. Voilà. Merci Julie. Alors, pour éclairer un petit peu le propos, nous avons proposé 3 cas que nous allons successivement passer. Donc là, c'est Pauline, 3 ans.
Je suis le médecin traitant de Pauline depuis 1 an. Je l'ai vue il y a 6 mois en consultation pour une virose. Faute d'orthographe, pardon. La consultation était très difficile. Elle a été gardée par une nounou. Pauline a 3 ans, elle est en petite section depuis 3 mois. La maîtresse a fait remarquer à sa maman qu'elle ne parle pas bien, qu'elle ne joue pas avec les autres enfants. Elle la trouve aussi un peu spéciale dans sa façon de marcher et de courir. Pauline fait des crises importantes en fin de journée et lors de moments d'agitation dans la classe. Elle ne mange que les yaourts ou purée à la cantine. Sa maman vous explique qu'elle refuse les aliments non mixés. La maman de Pauline est très inquiète car la directrice l'a informée qu'il ne pourrait plus accueillir Pauline l'après-midi à l'école tant qu'elle n'a pas un AESH. La maman de Pauline a appelé plusieurs orthophonistes qui ont mis Pauline en liste d'attente. Alors là, simplement, c'était juste pour vous montrer, on est dans la consultation, on se dit voilà, que là, on va faire une consultation dédiée, donc Pauline, on va la revoir parce qu'on l'a déjà traitée pour sa virose, mais on va la revoir pour faire cette consultation dédiée au neurodéveloppement et on va interroger plus spécifiquement, alors on parle de, elle marche bizarrement, mais alors est-ce qu'elle alterne les pieds quand elle monte une marche? Est-ce qu'elle arrive à sauter d'une marche? Les parents connaissent ces informations-là, c'est des informations qu'ils peuvent vous donner, vous n'avez pas besoin de mettre une marche dans votre cabinet. Est-ce qu'elle sait empiler des cubes? Est-ce qu'elle copie un cercle? Est-ce qu'elle copie un cercle? Alors on peut éventuellement lui montrer un cercle et lui faire copier, mais pareil, les parents peuvent répondre ces exercices qu'ils font à l'école. Est-ce qu'elle enfile un bonnet, un vêtement? Est-ce qu'elle dit des phrases de 3 mots? Est-ce qu'elle dit son prénom? Est-ce qu'elle prend plaisir à jouer avec les autres enfants? Est-ce qu'elle sait prendre son tour dans un ou plusieurs jeux, dans les jeux? Et on remplit cette grille. Voilà, on va effectivement, on le sent, avoir plusieurs difficultés sur Pauline. Donc, on va avoir 2 noms dans 2 domaines différents. Donc, on va assez rapidement adresser Pauline vers la plateforme de coordination et d'orientation dont on a parlé. Cette plateforme ne va pas se mettre en place de façon magique immédiatement. On vous en a parlé, on n'est pas là pour vous dire des fausses informations. C'est déjà saturé. Les professionnels libéraux n'ont pas tous conventionné avec les plateformes, donc les psychomotriciens, les ergothérapeutes qui ont accepté d'être conventionnés, ils sont parfois un peu moins rémunérés qu'en libéral où ils peuvent prendre des tarifs plus élevés, donc tous les psychomotes ne sont pas dedans. En tout cas, on fait cette démarche-là parce qu'on sait que ça va nous aider à coordonner les soins. En parallèle de ça, on va essayer quand même de donner quelques billes à la maman de Pauline. Ah oui, juste vous dire qu'à chaque fois, je vous l'ai montré tout à l'heure, en plus des comportements qu'on a décrits là, il va y avoir des comportements qui sont présents à tous les âges. Et ça, je voudrais que vous les ayez en tête tous. Voilà, sur le sommeil, sur l'alimentation. Un enfant qui a un TND, souvent, il va y avoir des troubles particuliers. C'est des enfants qui vont avoir un développement, ils ne vont pas supporter certaines textures, ils vont avoir une sélectivité alimentaire, des troubles du sommeil, des colères incontrôlables. Ces questions-là, on ne pouvait pas les rentrer aussi simple que oui-non, parce qu'ils sont très transversaux. C'est pour ça que vous avez toujours 2 feuilles à remplir, à la fois ces comportements transversaux et les autres. Les comportements transversaux sont aussi très importants à prendre en compte parce qu'ils vous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de l'enfant. Et dans le diagnostic fonctionnel dont je vous ai parlé, ça va être très important. Un enfant qui ne dort pas, un enfant qui fait des colères incontrôlables dans la rue ou qui a des mouvements incontrôlés, qui courent tout le temps, c'est des enfants qui vont nécessiter de l'assistance éducative que la MDPH pourra mettre en place. Mais là, on a vraiment un rôle à jouer. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour Pauline? Pour Pauline, il faut essayer d'apprécier, comme vous le disait Julie tout à fait, le retentissement d'un probable TND dont elle est porteuse. Alors, il faut bien établir ce diagnostic fonctionnel, c'est-à-dire où est-ce qu'elle en est au niveau langage. Et il faut le détailler au maximum quand on remplit un dossier, par exemple pour la MDPH. Comment elle marche? Est-ce qu'elle peut monter des escaliers? Est-ce qu'elle est en difficulté? Comment elle est sur le plan à l'école? Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle à la maison? Est-ce que c'est ingérable? Et où en est-elle au niveau des apprentissages? Tout ça, il faut évaluer aussi le retentissement au niveau de la famille. Si la famille est épuisée par le comportement de cet enfant,
quelle est la situation financière de la famille, parce qu'on pourra trouver des compensations. Et enfin, Pauline est accueillie à mi-temps, donc quel est son temps scolaire et ce qu'on va pouvoir lui proposer pour augmenter ce temps scolaire. Donc on va amener Pauline, grâce à votre remplissage de la grille et de la réunion de la PCO, vers des soins. Alors ça va être soit la PCO, soit un appel vers une structure qui peut la prendre, plutôt CAMS. Et avant tout ça, il est bien entendu, et ça a été dit déjà, vérifier la vue et l'audition, parce qu'il n'est pas question, il faut éviter de rajouter un surhandicap. Et ensuite, au niveau de la famille, on va chercher des compensations. Chercher des compensations pour la famille, c'est par exemple obtenir une réduction du temps de travail pour les parents qui doivent amener les enfants aux séances. Il y a pour ça des possibilités. Il y a en particulier une mesure qui s'appelle l'allocation journalière de présence parentale, qui est encore un dossier de plus à remplir, mais qui peut permettre un financement de demi-journée ou même l'arrêt complet de la maman si elle le veut pour garder son enfant. La somme actuelle est environ équivalente à un SMIC, et si c'est par demi-journée, elle sera payée par demi-journée. Ensuite, elle est compatible avec l'AEH, mais l'AEH de base, c'est-à-dire 135 €. Mais s'il n'y a pas d'AJPP, il va falloir demander des compléments, surtout si Pauline, comme elle n'a pas de place, risque d'aller en libéral. Et là, c'est la maman qui va payer. Enfin, pour Pauline, il faut apporter une aide à la scolarisation. Il faut donc demander un dossier MDPH pour obtenir une AESH, parce que, comme vous l'avez vu, la maîtresse ne veut pas la prendre s'il n'y a pas d'AESH l'année prochaine. Suivante. Merci. Oui, ça marche. Bonjour. Donc, effectivement, il peut y avoir un délai avant d'avoir un bilan psychomoteur, des soins en psychomotricité. D'une façon générale, il s'agit de pouvoir outiller les parents par rapport à la situation, de sorte qu'ils ne ressortent pas avec aucune bille. J'ai une idée, j'attends, et voilà. Donc, globalement, il y a 3 questions qu'il faut se poser. C'est la sensorialité, la motricité et les comportements. Il faut balayer systématiquement ces 3 thèmes-là. On entend bien sûr sensorialité, pas simplement l'acuité, mais le traitement de l'information sensorielle et comment elle influe sur les comportements à la fois sociaux et moteurs. Dans le cas de Pauline, donc on va pouvoir se servir de 2 voies pour pouvoir comprendre, et ce sera valable pour les autres. Vous avez utilisé la grille. Donc dans la grille, vous avez déjà des premières orientations sur la dimension sensorielle qui est mobilisée, la dimension motrice, les comportements. Donc on va pouvoir répondre en fonction de ça. Et puis avec l'expérience aussi, vous pouvez avoir une première idée, une première hypothèse par rapport au profil que présente cette petite fille. D'une façon pratique, sur le plan sensoriel, la première chose à faire, c'est d'inciter les parents à avoir une vigilance plus grande sur les différentes stimulations sensorielles. On a vu qu'il y avait quelque chose au niveau de l'alimentation, peut-être faire attention au toucher, voir s'il y a une sensibilité particulière par rapport au volume sonore ou à l'intensité lumineuse. Et à ce moment-là, en fonction des situations, ne pas hésiter à proposer certaines choses, peut-être même en classe, de dire est-ce qu'on peut baisser un peu la lumière si effectivement il y est trop sensible. On ne pas hésiter à proposer, essayer de tester un casque anti-bruit pour voir si jamais le son, le bruit important génère des troubles du comportement chez cette petite fille. D'une façon générale aussi, on voit que c'est une petite fille qui a des difficultés d'adaptation a priori. Donc il faut savoir que même s'il y a des difficultés d'adaptation, elle fait des efforts pour s'adapter malgré tout. Et donc elle se fatigue beaucoup plus. Donc il faut être très attentif à ça. De bien mentionner le fait que malgré tout l'enfant fait des efforts et donc que ça peut le fatiguer. Donc c'est intéressant de pouvoir aussi proposer à ce qu'il y ait des temps un peu plus calmes où elle puisse être soit au calme, soit s'il a des petits comportements qui peuvent être problématiques ou alors des attitudes un peu particulières, qu'elle puisse malgré tout les exprimer, qu'elle ne soit pas en obligation de les contenir en permanence. Donc ça, c'est important de pouvoir proposer ça, un petit temps pour elle. Slide suivante, s'il vous plaît. Ensuite, bien évidemment, c'est une petite fille qui est en plein boom au niveau du développement psychomoteur. Et on a vu qu'il y avait la maman relevait des particularités. Donc, sur le développement psychomoteur, ce qui est intéressant, c'est pas de donner des exercices précis, c'est véritablement de faire attention sur qu'est-ce qui l'intéresse vraiment et où est-ce qu'elle
met de l'intensité, où est-ce qu'elle met de l'intérêt dans les choses. Et à partir de là, de regarder ça et de pouvoir essayer de le faire avec elle et de profiter de ces temps-là qui la mobilisent, qui suscitent son intérêt pour essayer d'être plus proche d'elle, d'avoir plus d'interactions, etc. De voir dans la mesure du possible si c'est existant ou pas. Est-ce qu'elle a des temps de loisirs en particulier, en duel ou en groupe? Est-ce qu'elle va à la ludothèque? Est-ce qu'elle va à ce genre de choses? Pour voir un petit peu, puis prendre avis auprès des professionnels qui encadrent à ce moment-là, pour avoir des retours. Et bien évidemment, point essentiel, qui est un élément de prévention que vous connaissez certainement mieux que moi, l'activité physique, qui est un facteur de santé très important. Et donc, dans son cas, l'activité physique, j'ai mis 2 exemples qui étaient la baby gym et le bébé nageur. Ça a 2 intérêts. Le premier, c'est que effectivement, ça va la solliciter sur le plan du développement de ses coordinations motrices d'une façon générale, puisqu'elle marche de façon un peu particulière. Et d'autre part, dans un certain nombre de cas, ça peut être aussi un autre facteur de socialisation dans un autre cadre que celui qui est le cadre scolaire, qui peut parfois être plus ou moins restrictif. Donc là, on a un petit peu plus de liberté. De la même façon, les parents vont pouvoir être confrontés à beaucoup d'attentes en orthophonie, malheureusement. Je vais vous présenter tout à l'heure un site internet ressources qui est recensé par l'assurance maladie et vers lesquels vous pourrez orienter les parents pour qu'ils puissent avoir d'autres conseils. Mais en attendant, vous allez pouvoir en tout cas accompagner les parents pour qu'ils puissent aider l'enfant à mieux comprendre ce qui se passe, à mieux comprendre la communication qui s'adresse à elle, notamment en essayant de donner les consignes une à une information à la fois, en se mettant si possible à la hauteur de l'enfant, en essayant d'attirer son regard, en exerçant par exemple un contact physique, en prenant sa main, en la prenant dans ses bras, s'appuyer sur des supports visuels, en mettant en place parfois des routines et lui permettre d'anticiper certains déplacements. C'est-à-dire que si on se rend à l'école, on va pouvoir, si l'enseignant l'accepte, le prendre en photo et pouvoir montrer cette photo à l'enfant pour lui dire, ben voilà, on va à l'école et on montre la photo. Pareil pour d'autres déplacements routiniers. On va pouvoir aussi pointer du doigt en même temps qu'on explique quelque chose. Pour l'alimentation, parce qu'on a vu que pour Pauline, c'était compliqué de manger autre chose que du mixé. En attendant, on va pouvoir proposer déjà des activités qui vont se faire avec les mains et qui vont solliciter d'autres sens que directement de mettre dans la bouche et de goûter. Donc tout ce qui est pâte à modeler, semoule, riz, effectivement, de faire avec ses doigts, de manipuler, de toucher les aliments si elle l'accepte, de les sentir, de regarder que c'est bien présenté dans l'assiette, de cuisiner avec ses parents. C'est déjà des petites choses qui vont permettre aux parents de pouvoir agir et intervenir. Voilà, ça c'est le site que je voulais vous présenter. C'est un site qui a été créé par la profession, donc par des orthophonistes. C'est un site de prévention qui s'adresse au grand public et qui regroupe des dizaines d'articles. On a recensé les questions les plus fréquentes qu'on pouvait avoir de la part des parents ou même des familles en général au téléphone, auxquelles malheureusement on a de plus en plus de mal à répondre. On a donc recensé ces questions et on a rédigé des réponses. Ces réponses, il est aussi possible de les écouter sur les différentes plateformes d'écoute comme Deezer, Spotify ou autres. Il est possible aussi de lire les réponses dans différentes langues. Si je ne me trompe pas, on a l'anglais, l'arabe, le turc pour le moment. On essaye de développer petit à petit. Les parents vont pouvoir retrouver du coup des réponses et on espère qu'ils pourront les accompagner en attendant de voir un professionnel. Ils vont pouvoir trouver également, en plus des réponses aux questions, ce qu'on appelle l'atelier des familles, où je crois que maintenant c'est devenu le DICO des familles. Il s'agit d'un abécédaire, donc les parents peuvent y accéder par mots-clés, écouter, écrire, manger, alimentation. Et sur cet abécédaire, on va donner des pistes de jeux, d'activités qu'ils vont pouvoir reprendre avec les enfants. Alors à partir de ce site, je voudrais ajouter quelque chose. Si les parents ne vous ont pas déjà consulté, puisque là vous aurez pu leur donner déjà une réponse, mais si c'est en amont, ils peuvent lire l'article et en bas de l'article, il y a un accès à un questionnaire. En fait, nous avons développé dans 3 régions, en Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et dans les Hauts-de-France, ici même, une plateforme de régulation.
C'est-à-dire que les personnes peuvent remplir un questionnaire et une orthophoniste les rappelle pour répondre à leurs questions. Ça, c'est ce qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui dans nos cabinets. Donc, on a dédié des orthophonistes à ça. C'est une plateforme qui est donc disponible dans 3 régions pour le moment, mais qui va aussi arriver en PACA, en Martinique et en Occitanie bientôt, et qui est financée par les agences régionales de santé. Ensuite, on a Antoine, 6 ans. Il est aujourd'hui en CP. Il est venu me consulter, adressé par la directrice de l'école du secteur, en raison de troubles du comportement importants qui perturbent le fonctionnement de la classe. Il y a des violences répétées. C'est impossible de le laisser assis. Il se met en danger et il met en danger les autres enfants. Depuis la moyenne section de maternelle, les difficultés avec Antoine n'ont cesse de s'aggraver. Les équipes éducatives se sont réunies à plusieurs reprises. La psychologue scolaire, des conseillères pédagogiques ont toutes tenté d'intervenir sans succès. La mère d'Antoine est assistante maternelle et elle élève seule Antoine. Il n'y a pas eu d'AESH à la rentrée et il est déscolarisé l'après-midi. Elle craint de perdre son travail et n'a pas d'autres sources de revenus. Au niveau des acquisitions, Antoine ne semble pas présenter de retard, il parvient à déchiffrer et le début de journée à l'école se passe bien. La situation se dégrade systématiquement en milieu de matinée vers 10h. Au niveau des soins, Antoine est en liste d'attente au CMP depuis 12 mois. J'ai rempli un dossier MDPH l'an dernier. Merci Julie. Et Antoine a eu une notification MDPH pour un AESH temps plein. Alors, visiblement, on a un enfant qui déborde, qui est peut-être débordé aussi par ses propres émotions. La première chose à faire face à un enfant qui a ce type de manifestation, c'est de l'aider à verbaliser ce qui se passe pour lui. Et c'est important que les parents puissent lui proposer des interprétations. Qu'est-ce que tu sens ? C'est quoi comme émotion ? Demandez-leur s'ils ont vu vice-versa en famille, par exemple. Ça peut toujours aider. Mais ça permet de poser un petit peu des représentations sur qu'est-ce que c'est que la colère, qu'est-ce que c'est que la tristesse, qu'est-ce que c'est que la peur, etc. Et ça, c'est très important parce que le fait de nommer les émotions, ça permet tout simplement de les exprimer autrement que par de la décharge motrice. Bien évidemment, autant que possible, l'aider à identifier les signes précurseurs, c'est-à-dire que quand ça déborde, c'est-à-dire que ça monte progressivement. Des fois, ça monte très 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 vite, mais généralement, ça ne devient pas classique d'un moment à un autre. Il y a des signes précurseurs, donc questionnez les parents, est-ce que vous avez vu qu'il y a des petits signes peut-être avant, quand vous voyez que ça un peu avant que ça n'explose, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses ? Et à ce moment-là, là aussi, les verbaliser et aider ce petit garçon à se rendre compte qu'il y a des signes dans son propre corps qui lui indique que ça commence à monter. Voilà. Et bien évidemment, tout à l'heure je disais qu'il y avait la fatigabilité. Vous avez vu qu'à 10h, c'est terminé, il n'y a plus personne. Mais peut-être que tout simplement, pendant 1 heure, il fait un effort, 1h30, il fait un effort monstrueux, mais monstrueux, j'insiste, je souligne le mot, pour pouvoir faire attention, pour pouvoir être là et répondre aux consignes. Mais à 10h, il a épuisé tout son potentiel, il ne peut plus. Donc, ça veut dire que 1h30, c'est trop. Il faut entrecouper avec des petits temps de pause pour qu'il puisse, comme on l'a dit pour Pauline tout à l'heure, essayer de recharger son stock d'attention. Et ensuite, a priori, il a du mal à se concentrer. Donc, il faut pouvoir adapter un minima son environnement, demander si c'est un peu le bazar dans sa chambre, demander éventuellement à l'aider à mettre un petit peu d'ordre, vérifier s'il n'est pas dans un environnement qui est trop stimulant d'une façon générale, et donc de pouvoir à ce moment-là faire en sorte de limiter un certain nombre de stimulations autour de lui. Je vais vous donner 2 petits éléments très simples qui peuvent permettre c'est Antoine, oui, qui peuvent permettre à Antoine de commencer à rentrer dans des processus qui vont l'aider à s'auto-réguler. Premièrement, il y a le principe de ce qu'on appelle l'auto-instruction verbale, c'est-à-dire qu'on va utiliser le langage pour pouvoir organiser et structurer ses activités. On a un gros avantage avec Antoine, c'est qu'a priori, c'est un enfant qui est raisonnablement intelligent. Donc, on va se servir de cette intelligence qui est une force pour lui, ça fonctionne bien, pour pouvoir l'aider. Donc, en quoi ça consiste très clairement ? On est le soir, je vais donner 3 consignes à Antoine. Antoine, tu vas commencer par aller te brosser les dents. Ensuite, tu vas faire ton cartable. Et enfin, tu viens nous dire au revoir pour aller te coucher. Oui, qu'est-ce que je viens de te dire ? Redis-moi ce que je viens de te dire. Très bien, maintenant tu vas le faire. Quand tu as fini, tu viens me voir et tu me dis si j'ai tout bien fait. Et ça, c'est une forme de planification qui est intéressante parce que ça crée un espace de pensée plutôt qu'une action directe sans réflexion.
Donc, voilà. Et ça, c'est un principe actif qu'on utilise dans les rééducations. Mais vous voyez que c'est extrêmement simple d'expliquer ça aux familles. Dans un certain nombre de cas, ça marche très très bien. Ça marche aussi à l'école, effectivement, me fait remarquer mon voisin de gauche. Merci José. Et il y a l'autre élément qui est intéressant, là aussi c'est une technique qu'on utilise en rééducation qui est très simple à comprendre, c'est ce qu'on appelle le stop and go. Antoine est dans une activité, on va lui dire stop, arrête-toi, explique-moi ce que tu étais en train de faire. Donc il va expliquer, donc il fait un travail rétroactif sur ce qu'il a fait, il analyse les tâches. Et derrière, il dit, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Maintenant, il va planifier. Et donc ça, c'est un petit outil qui est très simple, mais qui permet justement, tout à l'heure je parlais des moments de pause, et ben ça lui permet de faire un petit moment de pause et de prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe. Donc ça peut être quelque chose qui peut l'aider de façon très simple dans les activités de la vie quotidienne. À ce stade, au vu de la plainte de la famille, on peut effectivement se demander raisonnablement si de l'orthophonie est nécessaire. On n'a pas de plainte en ce qui concerne les apprentissages, pas de plainte en ce qui concerne le langage. Finalement, c'est vraiment les troubles du comportement qui impactent le plus le quotidien de cet enfant, et c'est vraiment à ça qu'il va falloir répondre dans un premier temps. Ce qui sera important, c'est de pouvoir discuter avec les parents et avec l'enfant et d'essayer de vous faire une idée de sa capacité à pouvoir s'exprimer et à comprendre ce que vous lui dites, à comprendre aussi la situation, à pouvoir verbaliser ce qui se passe. Mais là, dans un premier temps, il ne semble pas nécessaire de faire appel à une orthophoniste. Une fois qu'on aura pu mettre en place des choses avec le ou la psychomotricienne en classe pour essayer de diminuer les troubles du comportement, on pourra toujours voir s'il y a malgré tout des répercussions sur les apprentissages et dans un deuxième temps faire appel à une orthophoniste si nécessaire. Juste ce que vient de dire notre collègue, c'est quand même très intéressant parce que je suis le médecin traitant d'Antoine. Et moi, au niveau sous-cortical, je me disais, bon, allez, diagnostic, orthophonie, de toute façon, il me faut un bilan, et puis psychomotricité, et puis j'ai beaucoup ramé sur ce dossier, j'ai même sollicité beaucoup de gens autour de moi. Mais voilà, je pense que se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment besoin ? Je ne l'ai pas fait, en fait. Et voilà, je trouve que dans le neurodéveloppement, effectivement, quand on relit le dossier, il n'y en a pas besoin. Et puis c'est vrai qu'avec les troubles, alors même pour nous, pour faire l'évaluation, cet enfant, là, les troubles du comportement pourraient aussi peut-être nous mettre en difficulté pour poser un diagnostic fiable de troubles d'apprentissage, parce que si l'enfant gigote sur sa chaise, s'il est en saturation cognitive totale, il va falloir qu'on mette d'autres choses en place avant pour qu'on puisse, nous, après, faire une évaluation qui soit de qualité, en fait. Donc, si on devait prioriser, effectivement, pour l'instant, a priori, pas d'orthophonie. Donc, ne pas dégainer tous les outils tout de suite, chaque fois. Et ensuite, on a Jérémy, 8 ans. Il est aujourd'hui en CE2. Il vient en consultation ce jour, accompagné par son papa, pour demande de bilan orthophonique par la maîtresse. Ça vous rappelle quelque chose, hein ? Jérémy est en difficulté dans les apprentissages et a de mauvaises notes. Sa mère vous explique que les devoirs prennent des heures et que ce sont des moments de conflits intrafamiliaux très importants. Ça vous rappelle toujours quelque chose ? Depuis le CE1, il a de très mauvaises notes. L'apprentissage de la lecture n'a pas posé de difficultés particulières. Par contre, Jérémy a de grandes difficultés en mathématiques et sa mère vous explique que c'est de pire en pire. Jérémy, en consultation, est un enfant calme, mais qui vous semble un peu triste. Il n'a pas de difficultés de comportement rapportées en classe. Jérémy aime beaucoup lire. Suite à de nombreux conflits avec ses parents, ils ont finalement cédé et il a arrêté les activités sportives périscolaires. Il a peu d'amis à l'école et vous dit, les autres, ils jouent au football. Son père vous montre son cahier d'école. Voilà ce qu'écrit Jérémy. Alors, vu la diapo précédente, on peut, sans trop s'avancer, dire qu'il y a un problème d'écriture, ce qu'on appelle une dysgraphie. Au regard d'un enfant de CE1, on a une écriture qui est très dégradée. Donc la première chose à faire, c'est de
contourner ce problème d'écriture, puisque vous savez qu'aujourd'hui dans le système français, et c'est heureux, l'écriture manuscrite est maintenue parce que c'est un facteur d'apprentissage très important. Et ça a été prouvé, il faut que les enfants passent par l'écriture pour pouvoir apprendre. Mais dans le cas de cet enfant, ça ne fonctionne pas. Donc il faut contourner le problème d'écriture avant qu'on puisse essayer de le traiter en lui-même. La première chose, c'est de voir à l'école si on peut avoir tout simplement des exercices à trous, c'est-à-dire que plutôt que de devoir écrire toute une phrase, il a des éléments qui sont préparés. Les enseignants connaissent très bien ça, et que plutôt d'avoir à écrire une phrase, ça va lui prendre une plombe, il va devoir écrire un mot pour pouvoir répondre à la consigne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de voir autant que possible, dans la mesure où, à l'âge qu'il a, il y a beaucoup de travail de restitution de connaissances, et que classiquement, on recourt à l'écrit pour ça, de voir dans quelle mesure on peut faciliter pour lui une restitution de connaissances à l'oral, où visiblement il est plutôt à l'aise, puisqu'en plus il sait bien lire. Là encore, on a un enfant qui est raisonnablement intelligent, il faut s'appuyer là-dessus. La deuxième chose qui vient tout de suite derrière, c'est qu'on a dit, voilà, il a l'air peut-être un petit peu triste. Voilà. La question, c'est, bon, on peut parler d'estime de soi et de confiance en soi, c'est une vraie question pour cet enfant-là, en tout cas. Donc, il a abandonné le sport. Bon, bah écoutez, le sport, c'est pas son truc. Ok. Mais par contre, il lit. Mais il lit quoi ? Est-ce que vous vous intéressez à ce qu'il lit, dans quel univers il va? Est-ce que c'est un enfant qui est rêveur? Donc il faut s'intéresser à ce qui l'intéresse lui, et surtout valoriser un petit peu, de sorte à ce qu'il puisse l'impression qu'il est compétent. Parce qu'on a en fait, on a l'impression comme ça que c'est un enfant qui est beaucoup mis en face de ses incompétences. Et ça, c'est très dur pour un enfant de cet âge-là. Donc c'est très important d'avoir des activités qui vont le valoriser, et qu'on puisse mettre en évidence le fait qu'il y a des choses dans lesquelles il est compétent, dans lesquelles il a des qualités, peut-être même qu'il est très fort. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut chercher. Et il faut aussi, toujours, dans le plan de l'accompagnement, faire attention à valider, d'avoir une... J'ai mis félicité, mais c'est une valorisation, en tout cas, à chaque fois qu'il réussit quelque chose. Même si c'est compliqué, même si c'est une toute petite victoire, c'est pas grave. Voilà. C'est vraiment important, cet accompagnement pour l'enfant, parce que c'est psychomotricien, il y a psy dedans, donc il y a un peu les émotions, et puis un peu le développement psychique aussi. Et donc, il a probablement, visiblement aussi des problèmes d'activité, donc organiser, ranger, classer, d'abord avec lui, puis encore en autonomie. Donc, lui appliquer avec lui ce qu'on appelle les 3 règles du rangement, une place pour chaque chose à sa place, et chaque place est choisie. Ça permet d'organiser l'environnement. Et quand on organise son environnement, on organise les choses aussi dans sa tête, on organise sa motricité, on organise plein de choses. Et ce qui est important, c'est de l'aider à mettre de l'ordre dans ses affaires, de pouvoir organiser, planifier les choses, etc. Et puis, au fur et à mesure, il va s'approprier ça, il va créer ce qu'on appelle des automatismes, il va mettre en place des petites routines tout seul. Et là aussi, quand il va y arriver, il faut valoriser, tu arrives tout seul à faire ce genre de choses. Et autre point, vous avez vu qu'on parle de mathématiques, on parle d'écriture, etc. Ce sont des activités complexes. Lorsqu'un enfant n'arrive pas à accéder facilement à des activités complexes, à ce moment-là, on va découper toutes les activités en petites choses simples. Plutôt que de demander quelque chose d'un peu compliqué, on va commencer par la première étape de cette activité-là. Voilà. Est-ce qu'on va mettre par exemple, on va mettre la table. On va mettre la table, peut-être que pour lui c'est un peu compliqué. Alors, on commence par quoi par la table? On va commencer par... On prend la fourchette, on met la fourchette. Ensuite, on fait quoi? On prend le couteau, on met le couteau. Je caricature un petit peu, si vous voulez. Mais l'idée, c'est vraiment de dire que toute activité complexe, aussi complexe soit-il, peut toujours être découpée en somme de tâches simples. Donc, plutôt que d'attendre, et ça, c'est quelque chose qui a à voir avec la scolarité, plutôt que d'attendre et de vérifier qu'il a réussi la tâche complexe, on va lui proposer plein de petites tâches simples et vérifier à la fin de chaque petite tâche simple s'il a réussi. Et ensuite, on passe à la suivante. Ça lui permet de réaliser des tâches complexes en étant passé par toutes les étapes intermédiaires que d'autres enfants font naturellement sans y réfléchir. Un point crucial ici, dans nos recommandations pour poser le diagnostic orthophonique de troubles d'apprentissage, il est dit que les troubles doivent être persistants malgré la mise en place d'un suivi pédagogique, de soutien scolaire, pendant au moins 6 mois. J'insiste sur ce point, avant même d'orienter chez l'orthophoniste. Il faut que cet enfant ait pu bénéficier de soutien scolaire et d'aménagement pédagogique pour voir si ça permet de remédier aux difficultés. Parce que le problème, c'est que nous, en les accueillant, si rien n'a été fait, ça va être très difficile de faire la part des choses entre
un retard d'apprentissage ou peut-être une méthode pédagogique qui n'a pas convenu à l'enfant et un véritable trouble, d'autant plus qu'avec les délais de rendez-vous chez les orthophonistes, il y a peut-être des surdifficultés qui se sont mises en place. Et pour nous, ça va être très compliqué de faire la part des choses entre ce retard qui aurait pu être gommé par une prise en charge pédagogique et un réel trouble. On va pouvoir s'en rendre compte au bout de quelques mois de prise en charge orthophonique. Effectivement, si ça passe en 5 à 6 mois, c'est qu'a priori, ce n'était pas un TND, puisque ça n'était pas durable. Donc, en premier lieu, conseiller aux parents d'aller à l'école et de demander la mise en place d'un soutien scolaire. L'école peut mettre en place un PPRE, un plan personnalisé de réussite éducative, sans qu'il y ait un quelconque diagnostic qui ait été posé. Ça, c'est très important. Et ce dispositif permettra de mettre en place une compensation, enfin en tout cas d'une stimulation pédagogique particulière et éducative. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en l'absence de remédiation pédagogique préalable au rendez-vous chez l'orthophoniste, on risque d'avoir en fait tout simplement des faux positifs ou des erreurs de diagnostic. Par la suite, pour revenir à l'histoire de la mise en place du PPRE, si finalement il y a un diagnostic orthophonique qui est posé, on pourra passer par exemple sur un PAP, un plan d'accompagnement personnalisé, même s'il n'y a pas de reconnaissance de handicap de la part de la MDPH, mais qui permettra à l'enfant de pouvoir sortir de l'école pour ses suivis à l'extérieur. Alors malheureusement, il est maintenant de notoriété publique qu'il est difficile d'avoir accès à une orthophoniste dans des délais convenables et c'est bien indépendant de notre volonté. On essaye de trouver des solutions et on a mis en place avec les URPS, les Unions régionales de professionnels de santé orthophonistes, ce qu'on appelle la liste d'attente territoriale des orthophonistes. C'est un dispositif qui est gratuit, qui est accessible sur Internet, sur la plateforme InziCare, qui permet aux familles d'inscrire leur demande de rendez-vous orthophonique en ligne. Cette demande, elle va être envoyée aux 50 km à la ronde du domicile du patient ou aux 50 orthophonistes les plus proches de chez le patient. Alors pourquoi ? Pour soulager les familles et éviter qu'ils ne tombent sur 50 répondeurs qui leur disent qu'on ne donnera pas suite à leur demande. Pour permettre aussi de libérer du temps de soins aux orthophonistes qui passent parfois des heures à répondre aux patients au téléphone au bout d'une semaine. Alors ça ne va pas créer des orthophonistes, évidemment, on aimerait bien, mais bon, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais si déjà ça peut libérer 1 ou 2 heures de temps de soins sur la semaine, c'est toujours autant de patients de reçus en plus. Ce que je voulais vous dire sur cette liste d'attente, c'est qu'elle est disponible dans toutes les régions, sauf la Guadeloupe, la Guyane et le Grand Est. Elle n'est pas encore ouverte aux patients partout, mais elle est totalement fonctionnelle en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, La Réunion, la Martinique, la Normandie, l'Occitanie, les Pays de la Loire et la région PACA. Voilà, alors ce n'est pas la solution miracle. Pour certaines personnes, ce sera compliqué, notamment celles qui n'ont pas accès aux outils numériques. Sachez qu'avec leur consentement, vous pouvez inscrire la demande. Mais voilà, c'est au moins pour permettre de répondre à un maximum de gens. Et pour les autres, il y a évidemment toujours nos répondeurs qui restent disponibles, même si je sais que c'est très insatisfaisant, ou de venir frapper à la porte de nos cabinets. J'enchaîne avec la question de l'école. On l'a évoqué à plusieurs reprises, aussi bien par rapport aux conseils que les orthophonistes ou les psychomotriciens peuvent, les recommandations qu'ils peuvent faire aux enseignants, la liaison que les médecins de ville peuvent établir avec les médecins de santé scolaire quand il y en a, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut avancer. Donc l'école, pour résumer, elle a 3 missions. Sa première mission, c'est d'accueillir. Et normalement, l'accueil des enfants qui relèvent de l'obligation d'instruction est inconditionnel, c'est-à-dire que ce qu'on a vu tout à l'heure dans je ne sais plus lequel des 3 cas où la directrice refuse d'accueillir Pauline, je crois, lorsque l'AESH n'est pas là,
ça n'est pas normalement une situation tout à fait acceptable, hein, même si on peut imaginer que dans certains cas, c'est extrêmement compliqué. Alors, il y a des petits trucs qui s'ajoutent. Voilà. Donc, la scolarité, elle est désormais obligatoire à 13 ans, enfin l'instruction, scolarité ou instruction à domicile, et elle va jusqu'à 16 ans, mais elle peut également se poursuivre jusqu'à 18 ans avec une obligation de formation professionnelle. L'autre, je ne le vois pas, oui, c'est les établissements et services médico-sociaux qui peuvent également proposer des formes de scolarisation adaptées sous la forme d'unités d'enseignement avec des enseignants qui sont à l'intérieur de l'IME ou qui sont membres de l'équipe du service de soins à domicile et qui peuvent, soit en complément, soit en substitution d'une scolarité qui temporairement n'est pas possible, assurer un certain nombre d'apprentissages. Ensuite, la deuxième mission de l'école, c'est d'alerter. L'école, c'est un endroit où des troubles qui ont pu passer inaperçus, qui ont pu parfois être minorés par les parents qui se disent que c'est juste une question de retard, etc., voire par certains médecins aussi qui n'osent pas effrayer les parents en parlant de suspicion de tel type de trouble ou de handicap. L'école est un endroit où on va observer un comportement de l'enfant avec des enfants du même âge, on va repérer un retard de langage, on va signaler des comportements qui posent problème. On a parlé tout à l'heure d'un enfant qui se met en danger lui-même, qui met les autres en danger. C'est évidemment des choses qui ont une gravité dans la vie collective de la classe. Et donc l'école est un lieu très important pour alerter ou compléter les alertes que les familles peuvent avoir et qu'elles expriment sous forme d'une inquiétude dans vos cabinets. Ensuite, le troisième élément qui a été déjà évoqué, même lorsque il n'y a pas encore de possibilité de prise en charge rééducative, aussi bien en psychomotricité qu'en orthophonie, c'est d'imaginer, dans un dialogue avec l'enseignant, comment on peut aménager le cadre pédagogique, comment on peut davantage différencier l'approche magistrale, ce que Nicolas disait sur le fractionnement des consignes, c'est aussi des choses qu'on peut suggérer aux enseignants, hein, de dissocier les différentes étapes d'une tâche complexe, comme on peut les demander dans des exercices scolaires. Et c'est aussi rendre l'environnement plus accessible. On sait qu'il y a des enfants qui ont du mal à fixer leur attention, à rester attentifs longtemps. On l'a vu tout à l'heure avec cet enfant qui n'arrive pas à se concentrer plus d'une heure, une heure et demie. La France est quand même le pays où la durée de la journée scolaire est la plus longue, hein. On a, notamment à partir du cours préparatoire, une sollicitation très intense des activités cognitives, de règles de contraintes comportementales, motrices, hein, et tout ça, évidemment, est aggravé par une certaine tradition du système scolaire français qui est probablement un des plus exigeants de ce point de vue-là, quand on fait des comparaisons entre les différents pays. Donc, on peut faire des efforts pour améliorer les choses en dialoguant avec les enseignants. On peut attirer leur attention sur l'évitement nécessaire d'un certain nombre d'explications simples. Un enfant qui a des troubles du comportement, c'est pas seulement parce qu'il est mal élevé par ses parents, hein, c'est parce qu'il a peut-être des difficultés à réguler lui-même ses émotions, ses comportements, et donc on peut, comme l'a suggéré Nicolas tout à l'heure, en classe aussi, appliquer ce type de méthode en essayant d'amener l'enfant lui-même à pressentir les moments où il va craquer, et en fait il craque quand il est épuisé, parce qu'il n'a pas pu automatiser un certain nombre de choses comme le font ses camarades du même âge. L'engagement cognitif, l'investissement qu'il va mettre dans la tâche fait qu'au bout d'une heure et demie, alors que les autres tiennent encore plus ou moins le coup, parce qu'il y en a d'autres qui commencent à fatiguer à 10h30 aussi, hein, lui, il va craquer, il va s'effondrer. Donc, ce qu'on peut, dans ce contexte des aménagements collectifs, on peut inciter, dans beaucoup d'écoles maternelles ça se fait, c'est un peu moins encore fréquemment pratiqué à l'école élémentaire, c'est prévoir
des temps de pause ou prévoir un coin de repos dans la classe où l'enfant va pouvoir aller souffler pendant quelques minutes pour recharger un peu les batteries, pour s'isoler un petit peu de cette espèce de tumulte et d'hypersollicitation qui est inévitable dans un groupe d'enfants. Le deuxième problème, c'est que l'orientation ne fonctionne pas toujours très bien, pour ne pas dire qu'elle dysfonctionne souvent. Les besoins des enfants ne sont pas toujours très bien évalués. On a un système en France de notation qui, là aussi, est un peu archaïque, qui pointe systématiquement ce qui ne va pas au lieu de renforcer les éléments positifs et de souligner les efforts relatifs que l'enfant peut faire. Pour ce qui est de l'orientation vers les dispositifs médico-sociaux, on utilise un guide barème qui est juste une antiquité. C'est un outil qui a été fabriqué pour les invalides de la guerre de 14 et qui est scientifiquement nul, et qui sert simplement à permettre d'octroyer des droits selon qu'on trouve, par cette espèce de numérologie du guide barème, des taux d'incapacité qui sont inférieurs à 50% ou inférieurs à 80%. La meilleure preuve d'ailleurs que ce n'est pas un outil fiable et valide, c'est que certaines familles, lorsqu'elles déménagent, j'ai eu le témoignage d'une famille qui déménageait de Bretagne au Pays Basque, et bien l'enfant a perdu 30% de taux d'incapacité pendant le voyage. Donc c'est peut-être l'effet du climat du sud-ouest qui a amélioré les choses, mais en tout cas la famille a perdu l'AEA, l'allocation d'enfants handicapés et ses compléments, donc ça pose quand même un vrai problème. Les notifications des CDAPH, c'est-à-dire les commissions qui siègent au sein des MDPH, ne sont pas toujours bien appliquées, et notamment en ce qui concerne les recommandations pédagogiques, lorsqu'elles ne sont pas gravées dans le marbre d'un PPS, vous avez parlé des PAP tout à l'heure. Il y a des enseignants qui essayent, avec bonne volonté, en discutant avec le psychologue de l'éducation nationale, le médecin ou des intervenants extérieurs, de faire ce qu'ils peuvent pour aménager ce cadre des activités scolaires. Et puis d'autres qui disent « c'est pas mon boulot, il a qu'à aller chez l'orthophoniste », etc., qui ont tendance à sous-traiter à des rééducateurs. Oui, et si je peux ajouter, souvent les parents nous disent « mais j'ai besoin absolument d'un rendez-vous pour un bilan parce que sinon l'école ne mettra pas en place le plan d'accompagnement ». Et en fait ça c'est faux, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. On n'a pas forcément besoin, parce qu'ils nous disent « j'ai besoin d'une reconnaissance de la MDPH ». Et en fait c'est faux, il est possible de mettre en place des choses sans reconnaissance de handicap de la MDPH et même sans diagnostic de l'orthophoniste en attendant qu'il y ait une place. On peut déjà faire des choses. Je voulais rajouter juste une petite chose par rapport à ce que disait José sur le fait de ménager les temps de pause à l'école. Il est très important d'accompagner ce moment-là pour que ce ne soit pas perçu comme étant une mise à l'écart ou une punition de l'enfant. C'est absolument essentiel. Il faut que ce soit un temps qui soit valorisé. Ça, c'est essentiel. Sinon, il faut que ce soit valorisé pour l'enfant qui en a besoin, mais que ce soit valorisé aussi pour les autres enfants. Parce que peut-être que d'autres enfants en ont besoin et ne le font pas. Donc, cette question de pause et de mise en réserve de l'enfant, on va le dire comme ça, est absolument essentielle, mais il doit être valorisé. C'est quelque chose de positif. Et juste une minute sur la diapositive précédente. Il ne faut pas non plus accabler les enseignants qui sont insuffisamment formés, insuffisamment préparés et qui ont parfois des effectifs dans leur classe assez importants, avec plusieurs AESH qui sont là, des éducateurs de CESAD, etc. Donc on leur demande aussi un exercice très compliqué de faire de l'individuel avec du collectif et du collectif avec de l'individuel. Donc c'est un peu la quadrature du cercle, et les enseignants ne manquent pas de bonne volonté, ils ne sont pas dans le refus, mais ils sont parfois insuffisamment outillés, ils ne savent pas toujours, ils ne sont pas toujours bien entraînés et bien préparés à ce dialogue avec les familles, et ils ont l'impression que les familles sont un peu là pour surveiller ce qui se passe dans la classe, alors que les familles sont une source d'information pour les enseignants qui est aujourd'hui un peu sous-utilisée. Et sur la dernière diapositive, il faut rappeler que les enseignants ont accès à des ressources documentaires. Il y a une plateforme, on pourrait cliquer, mais il n'y a pas de connexion. C'est une plateforme qui s'appelle Cap École Inclusive, qui existe maintenant depuis 3 ou 4 ans même, et qui est alimentée, qui est assez intéressante
pour trouver un certain nombre de réponses pédagogiques, et c'est accessible à tout le monde depuis le confinement. Avant, c'était réservé aux enseignants. Depuis le confinement, on a obtenu que ces ressources soient accessibles aux parents, aux rééducateurs, aux éducateurs, etc. Il y a des actions de formation, malgré tout, des actions de formation continues, les stages d'initiative nationale. Il y a des parcours magistères, c'est des espèces de MOOC qui sont proposés aux enseignants. Il y a l'aide de personnes ressources à l'école. Donc, on a maintenant dans chaque département au moins un professeur ressource qui est spécialisé dans les troubles du spectre de l'autisme, qui est une sorte de conseiller pédagogique qui peut intervenir à la demande d'un enseignant du premier ou du second degré d'ailleurs, qui a dans sa classe un enfant avec un enfant autiste. Hein, et on va, à partir de la rentrée prochaine, doubler cet outillage en professeur ressources par un deuxième poste de professeur pour les autres TND, pour les troubles 10, pour le TDAH. Hein, le TDAH, en particulier à l'école, est une source de difficulté parce que c'est quelque chose qui est mal compris, mal interprété et qui amène les enfants à cumuler du retard scolaire, des problèmes de comportement et qui aboutissent très souvent à des exclusions au moment du passage au collège. Donc il faut prévenir un petit peu ces choses-là en mettant des noms sur les choses et en apportant des réponses qui sont appropriées. Et enfin, les 4 pistes qu'on peut indiquer aux enseignants. D'abord, c'est de préférer un enseignement plutôt structuré, avec des choses régulières qui reviennent tous les jours, avec des repères visuels pour dire c'est le jour où on va à la piscine, c'est le jour où on fait ceci, où on fait cela. Pratiquer une pédagogie explicite, c'est-à-dire expliquer pourquoi on fait tel exercice, telle activité. Préférer le renforcement positif, ça rejoint ce que disait Nicolas tout à l'heure, et utiliser des supports accessibles, utiliser des polices de caractère qui n'aggravent pas les problèmes de lecture pour les enfants qui peuvent avoir des problèmes exécutifs dans le déchiffrage des lignes, utiliser parfois des fichiers informatiques qui permettent d'écarter les lignes ou d'avoir des caractères agrandis, et aussi débarrasser les murs de la classe d'une tas de choses qui relève d'une vieille mode pédagogique qui était l'immersion. Et on a la frise historique, le tableau de conjugaison et les tables de multiplication qui sont les uns à côté des autres. Et pendant la leçon de calcul, eh bien, l'enfant un peu inattentif, il commence par parcourir toute la frise historique. Et quand il arrive à Napoléon, le cours de maths est terminé. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est pas moi qui le dis. Alors juste, voilà, simplement ce que met en valeur José, et c'est pour ça qu'on l'a fait déchiffrer un petit peu le langage de l'école, parce qu'en fait, l'enfant qui a un TND, il est d'abord à l'école. Il n'est pas dans notre cabinet, il n'est pas chez l'orthophoniste et il n'est pas chez le psychomote. Et quand on parle de la santé de l'enfant, je pense qu'en fait, il faudrait qu'on parle de son cadre de vie et des professionnels qui interviennent. Et on se rend bien compte qu'on ne connaît pas ce qui se passe à l'école pour ces enfants-là, qu'on n'interagit pas avec l'école. On a un fonctionnement qui est totalement en silo entre l'école et le soin de premier, ce qui est extrêmement dommage puisqu'on est censé être tous les deux des acteurs centraux dans la prévention et dans la prise en charge et la promotion de la santé des enfants. On a des difficultés de coordination, des difficultés de communication les uns avec les autres qui sont en fait très liées à l'absence aujourd'hui de médecins scolaires dans les écoles, qui est un poste vacant dans la majorité du territoire. Dans mon département, c'est une catastrophe. On n'a plus de possibilité de communiquer avec l'école. Si on ne peut pas communiquer, puisqu'on est dans un silo chacun, et on ne peut pas échanger dans l'intérêt de l'enfant. Donc il faut absolument qu'on remette de la coordination dans les soins de l'enfant et considérer l'école comme un lieu de vie sur lesquels il se passe beaucoup de choses qui peuvent prévenir et qui peuvent avoir un impact sur sa qualité de vie. Du coup, indispensable d'échanger pour se comprendre, travailler ensemble dans l'intérêt de l'enfant. Et je dirais comme ouverture principale, on a eu la semaine dernière les assises de la santé de l'enfant qui ont été ouvertes. Peut-être, voilà, je n'ai pas énormément d'illusions sur ces assises. Les grands absents dans le lancement de ces assises étaient l'école, c'était l'éducation nationale et la médecine scolaire. Ils n'étaient pas du tout dans le tour de table. On va les réintégrer dans les groupes de travail.
Il aurait été souhaitable, très probablement, en tout cas que dans l'intérêt de l'enfant, le ministère de l'Éducation nationale soit associé à ces assises pour porter des messages que viennent de porter en fait tous les professionnels autour de la table. Les enfants ne vivent pas dans nos cabinets, ils vivent à l'école et dans leur famille. Et c'est auprès des parents et des enseignants qu'on doit très probablement avoir beaucoup plus d'interactions et de messages autour de la prévention. Voilà. Bonjour. Ouais. Je suis médecin généraliste à Redon. Je voulais savoir, en fait, c'est d'un point de vue personnel, il y a mon épouse qui s'est renseignée sur la petite enfance et tout ça, sur l'apprentissage de la lecture, et qui a une notion d'une ancienne linguiste qui s'appelle Céline Alvarez, qui introduit l'apprentissage de la lecture et des mathématiques assez tôt, avant 6 ans, et je voulais savoir ce que vous en pensiez par rapport en fait aux données qu'elle avait, elle, au niveau expérimental sur la plasticité en fait, cérébrale qui est présente, beaucoup plus présente avant 6 ans et qui permet du coup, selon elle, de limiter les troubles 10. José ? Oui, alors il y a eu des querelles dans le passé sur les méthodes de lecture. C'est un peu derrière nous. Aujourd'hui, on a des données scientifiques qui sont assez probantes sur les stratégies qui sont favorables à l'apprentissage de la lecture par tous les enfants, parce qu'il y a de grandes inégalités sociales aussi par rapport à l'entraînement à la lecture et la fréquentation de l'écrit. Donc les travaux de Céline Alvarez font partie des choses qui sont intéressantes. Mais moi, je vous recommande plutôt de vous reporter aux travaux du Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui a publié notamment sous la direction de Stanislas Dehaene un document tout à fait clair sur les méthodes qui sont recommandées. Bon, en France, on a un sujet qui est la liberté pédagogique. Les enseignants ont la liberté de choisir leur méthode, mais les enseignants ne sont pas tous stupides. Et quand on leur démontre que la science permet de faire des choix de méthodes qui sont plus efficaces que les autres, ils ont aussi envie de réussir en faisant réussir leurs enfants. Merci. Là-haut, oui, j'ai eu Laura en droite, ouais. Merci. Solène Guédon, médecin généraliste en Loire-Atlantique et chef de clinique à Nantes. Je me permets alors de faire une remarque et question en même temps. J'ai beaucoup de patientes enseignantes dans ma patientèle qui est en énorme difficulté psychologique. Donc il y a aussi une réalité de terrain avec des enseignants qui sont en burn-out. Et donc, je me posais la question de s'ils ont des aides. Donc, je m'adresse à M. Puig. S'il y a des aides, si c'est pris en compte justement pour accompagner ces enfants au mieux. Alors, au niveau des médecins traitants, moi, je suis exactement dans la même situation que ce que tu décris. La situation d'enseignants qui craquent, on en a eu. Je sais qu'il peut y avoir des dispositifs mis en place par l'Éducation nationale, mais ça, José va y revenir. Voilà, l'école inclusive telle qu'elle est pensée aujourd'hui, en l'absence de moyens, avec une évaluation insuffisante, en l'absence de médecine scolaire, dysfonctionne. Et on va pas voilà. Et les enseignants, notamment du public, puisque le privé sélectionne ses élèves, trinquent vraiment. Parce qu'ils craquent liés à ces enfants-là, en fait, qui sont particuliers et avec une charge supplémentaire. Oui, alors... Rapidement, José. Les enseignants sont en souffrance, c'est très clair. Ça se voit aussi dans les statistiques du recrutement des enseignants. C'est plus un métier qui attire des foules. Il y a des dispositifs d'aide, mais ils sont un peu indigents, il faut le reconnaître. Il y a des médecins de prévention, des médecins du personnel, etc. Les enseignants... Alors, peut-être que dans le raisonnement, il ne faut pas stigmatiser les enseignants, mais il ne faut pas stigmatiser les enfants. Ce n'est pas parce qu'il y a un enfant TDAH dans la classe que l'enseignant craque, c'est parce qu'il y en a 34 autres. Et que 35 enfants, dont un TDAH, un autiste, un sourd, etc., ça fait beaucoup pour un enseignant qui n'est pas formé de façon très spécifique à ça. Je pense que ce n'est pas non plus seulement une formation. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre, excuse-moi. Une question là. Anne-Laure Navarrete, médecin généraliste dans les Deux-Sèvres.
Je voulais vous remercier pour la qualité de vos interventions et les choses très concrètes. Et quand on a déjà été confronté à ce souci en tant que médecin et en tant que parent, il y a beaucoup de choses qu'on met en place et qui peuvent être mises en place. Je voulais savoir si vous connaissez l'outil Identidis. Et c'est un outil en fait qui est développé en ligne pour l'aide à l'identification des troubles 10 avec un questionnaire et avoir votre avis sur cet outil. Est-ce que l'un de vous connaît Identidis ? C'est pas un outil que je connais. C'est des neuropsychologues en fait. Il y a un certain nombre d'items et ça permet souvent de mettre un mot sur l'impression clinique qu'on a ou c'est un peu du même style de tout ce que vous avez dit. Et ça, voilà, il y a les dyslexie, dyspraxie, TDAH et ça permet un peu de voir ces signes d'alerte. Et je ne sais pas si c'est un outil que vous connaissez. Alors, c'est des Niçois qui font ça. Non, je ne le connaissais pas, j'étais en train de regarder. Simplement, si j'avais un point de vigilance, c'est souvent pour les parents de repréciser la différence entre un dépistage et une idée qu'on peut avoir de ce qui se passe et un véritable diagnostic, parce qu'après, on se retrouve parfois avec des parents qui arrivent en nous disant voilà, mon fils a ça, c'est ce que m'a dit le maître, notamment, ou la maîtresse. Et nous, après, il va falloir qu'on désamorce, parce que quand c'est pas ça, que c'est autre chose peut-être de plus grave, c'est compliqué. Quand c'est l'inverse, c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas toujours le cas. Donc, ça peut être effectivement intéressant pour donner des pistes pour le médecin notamment, mais par contre, de bien expliquer après aux patients que c'est pas du diagnostic, mais voilà, une hypothèse en tout cas. Parce que quand on est en détresse, je pense que les parents n'entendent pas forcément toujours la même chose que ce qu'on aurait voulu leur faire entendre en tout cas. Et une dernière question là. Alors, moi, ça va être quelques remarques pour les outils. Je pense qu'en médecine générale, il faut éviter de se disperser entre le MChat, le CONAR. C'est que chaque trouble du neurodéveloppement a son questionnaire ou son outil spécifique. Si on se met à tous les chercher, on n'est pas sorti du sable. Pour le coup, le questionnaire fait par les PCO est assez bien fichu. Je trouve qu'il manque parfois de détails sur les aversions, les troubles sensoriels, où on a tous les 5 sens en tête, mais on oublie la nociception, la thermoception, le sens vestibulaire et un certain nombre de choses. Certainement perfectible, mais assez bien fait. Pardon, je ne me suis pas présenté d'ailleurs. Thomas Berthelemy, je travaille aussi comme médecin à une PCO, à la PCO du Havre. Du coup, j'ai peut-être quelques éléments à faire. La cotation CTE qu'on a dit, 60 €, c'est une fois par enfant. Donc, si vous avez un doute une fois, vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois par enfant. Nous, à la PCO, on recommande aux médecins généralistes du secteur d'inciter les parents à inscrire les enfants sur les listes d'attente des CAP, des CAMS, etc., en plus de la PCO. C'est au plus rapide. La PCO pour le Havre, actuellement, a 6 mois de délai de traitement de secrétariat. Est-ce que tu as une question ? Pardon. On essaie de prioriser un petit peu. Ma question, c'est plus sur ce que tu disais un peu, Julie, sur la coordination. On a des difficultés, je pense qu'on les rencontre aussi en médecine générale, sur des dossiers MDPH qui reviennent avec un refus parce qu'il n'y a pas le GVASCO, parce que le prof n'a pas dit son mot, que quand on est en avril ou fin d'année, avoir un GVASCO pour une allocation, comment faire pour que l'école, le médecin et la MDPH arrivent à communiquer ensemble pour qu'on arrive à des délais un petit peu plus... Dernière réponse. Réponds-toi. Il faut insister déjà, et puis il faut rappeler aux familles que la loi prévoit que les réponses doivent intervenir dans les 2 mois, et qu'ils ont des possibilités de recours, et que dans le cas où le document n'a pas pu être complètement renseigné, la CDAPH peut quand même se réunir et statuer, même avec un diagnostic incomplet, etc. Le GVASCO est un outil qui est plutôt bien fait quand il est bien renseigné, mais c'est vrai qu'à certaines périodes de l'année, c'est un petit peu compliqué, et il y a beaucoup de MDPH qui ont un retard chronique dans le traitement des dossiers. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que la MDPH, chez nous, fait du GVASCO un élément nécessaire pour traiter le dossier. Sans ça... Je pense aussi qu'il faut que les ministères refassent leur travail de formation des différentes instances et de communication, c'est-à-dire que les MDPH qui dysfonctionnent, on en subit beaucoup. Moi, ils me demandent des diagnostics, donc il y a un moment, effectivement, il va falloir refaire une mise au point avec les MDPH, et ça, nous, on ne peut pas le faire. Donc, en fait, il y a aussi une responsabilité de nos tutelles, je pense, sur ce sujet. Et c'est le mot de la fin. Je vous remercie tous pour votre attention.
Et je remercie particulièrement le docteur Julie Chastan qui a co-organisé cette plénière avec moi et c'est grâce à elle que c'était aussi interactif. Donc je pense qu'on peut l'applaudir.